résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence. Voilà monsieur le président qui voulait entrer dans l'histoire. Pour lui rien n'est plus important que son nombril et son miroir. Son ennemi sans visage le remercie infiniment. Ces pouvoirs pourraient s'étendre progressivement. Est-ce que ça peut être Oui, très bien. Oui. Voilà. Alors, sur ce sujet-là, donc peut-être pour que les choses soient bien claires, donner le type de proposition que nous faisons. Par exemple, on a une proposition de loi sur la sécurisation de l'emploi et de la formation, et qui reprend des propositions qui avaient déjà été faites dans le passé, qui avaient d'ailleurs connu à tel ou tel moment des débuts de réalisation. Donc il s'agit effectivement d'aller bien au-delà des pouvoirs dont disposent aujourd'hui les comités d'entreprise. D'ailleurs, les comités d'entreprise qui ne savaient plus n'importe quelle entreprise, avec les ordonnances Macron. Il s'agit, premièrement, par exemple, d'un droit de veto en cas de licenciement. C'est-à-dire que la représentation du personnel ait le pouvoir d'arrêter la procédure. Cela dit, si on se contente de donner par la loi, puisque en l'occurrence il s'agit de changer la loi, si on se contente de donner aux représentants du personnel le pouvoir d'arrêter une procédure, ça ne va pas apporter une solution au problème auquel l'entreprise est confrontée. Donc il faut aller plus loin. Il faut que ce droit de veto soit associé d'un pouvoir de proposition et d'une obligation incombant aux autorités publiques de prendre en compte ces propositions. Et embrayant une procédure de confrontation entre le projet patronal, la stratégie qui est voulue par la direction, et le projet voulu par les salariés. Et avec l'objectif que nous sommes dans un processus dans lequel nous sommes aujourd'hui dans une économie capitaliste, nous voulons aller vers quelque chose où ce soit les travailleurs qui aient le pouvoir. Donc nous sommes dans une phase intermédiaire. Et donc nous, notre objectif, c'est que par étapes, avec peut-être des moments de rupture, des moments de changement révolutionnaire, et puis des moments où les choses évoluent moins vite, on passe d'une période où on est, comme aujourd'hui, le pouvoir des représentants du personnel est purement consultatif, à une période où ce serait le pouvoir des représentants du personnel qui l'emporterait par principe sur le pouvoir des possesseurs du capital financier de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en réalité, on arrache aux détenteurs des moyens de production le pouvoir de décider comment l'entreprise est gérée. Et ça, c'est un processus avec des étapes. Nous, ce que nous proposons, c'est une première étape, c'est cette conquête légale, pour les représentants des salariés, du pouvoir de faire des propositions contraignantes pour la direction, pour les pouvoirs publics et pour les banques. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors, je suis assez content parce que le syndicat CGT de la Banque de France, c'est pas moi qui ai fait la proposition. Donc c'est venu, disons, de la dynamique même de la bataille syndicale. Avance aujourd'hui l'idée d'un droit au crédit pour les entreprises, surtout les petites entreprises. C'est-à-dire que quand une entreprise présente les caractéristiques qui le permettent, c'est-à-dire, effectivement, je réponds à cette occasion à la question sur la création monétaire, quand en face de la création de monnaie qui sera faite par une banque, il y a création de valeur ajoutée, il n'y a pas de risque d'inflation, puisqu'on augmente la quantité de monnaie et on augmente la quantité de choses qu'on va pouvoir acheter avec la monnaie. Donc il n'y a pas de raison qu'on fasse augmenter les prix. Et donc dans ce contexte-là, si les caractéristiques du projet sont économiquement efficaces et socialement justes, alors l'administration, en l'occurrence la Banque de France, devrait avoir le pouvoir de désigner une banque en disant « tu vas financer cet investissement ». Alors, j'en ai parlé à des interlocuteurs du en disant « mais vous vous rendez compte, jamais vous n'obtiendrez ça ». Mais j'ai dit « mais regardez, aujourd'hui la Banque de France, elle a le pouvoir d'exercer la procédure du droit au compte. Elle a le pouvoir de désigner une banque lorsque un particulier ou une entreprise se voit refuser l'ouverture d'un compte, la Banque de France peut dire « toi, le Crédit Agricole, tu vas ouvrir un compte pour ce particulier ou pour cette entreprise ». C'est une chose qui existe déjà. Et par ailleurs, la Banque de France, c'est autre chose, c'est qu'elle fait ce qu'on appelle la médiation du crédit. Ça, c'est depuis 2008, depuis la crise, je vais revenir sur la question de Renault, parce qu'il y a... Et donc, à l'époque, a été mis en place une nouvelle procédure qui s'appelle la médiation du crédit, dans laquelle le directeur départemental de la Banque de France est chargé de prendre contact avec des entreprises qui ont des difficultés pour accéder au crédit bancaire et de les mettre en relation avec des banques dans l'exercice d'une médiation. Donc là, il n'a pas de pouvoir de contrainte, mais il a
un pouvoir non négligeable pour faciliter l'accès des PME au crédit. Et c'est un pouvoir qui a une certaine importance, puisque d'après les statistiques de la médiation du crédit, depuis cette création, elle s'est traduite par la création ou la préservation de 400 000 emplois. 400 000 emplois, c'est bien loin d'être à la hauteur du problème du chômage qu'on a chez nous, mais ça n'est pas rien. Et donc, ce que nous proposons, c'est en quelque sorte la fusion des deux procédures. C'est-à-dire à la fois le côté mise en relation de la banque et de l'entreprise, et à la fois le côté pouvoir d'injonction, en disant maintenant, ça suffit. Il y a un intérêt général, public, à ce que ce projet-là soit financé. Et donc, c'est le métier des banques, et maintenant, on désigne une banque pour faire ce travail-là, comme on peut la désigner pour ouvrir un compte. Alors, ça va beaucoup plus loin, ça a une portée de classe bien plus forte que ce qui existe aujourd'hui, mais d'un point de vue institutionnel, ça n'est jamais que la prolongation naturelle de ce qui existe aujourd'hui. Donc, je suis assez d'accord pour parler de droit au crédit pour les entreprises. Sur le cas de Renault, tu as tout à fait raison, je pense, de dénoncer l'utilisation que Renault fait de son argent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes... Alors, sur Renault, je n'ai pas les comptes en tête, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, donc je ne vais pas me prononcer, mais j'ai d'autres exemples en tête. Aujourd'hui, beaucoup de multinationales ont de l'argent. Et au lieu de s'en servir pour investir, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour faire de la recherche, pour créer des emplois, pour développer des nouvelles productions, ils s'en servent pour faire, comme tu dis, tourner l'argent sur les marchés financiers, sans aucun profit pour la collectivité. Mais ça, c'est... Comment ? Acheter la date, ils font des acquisitions financières. Ou alors, pire encore, ils font des OPA. Ils achètent d'autres entreprises, ils payent un maximum, parce qu'une OPA en bourse, ça coûte cher. Il faut payer. Quand on sait que Renault va acheter une filiale quelque part, eh ben, les actionnaires, ils ne sont pas fous, ils font monter le cours des actions. Et donc, ça coûte rien. Et donc ça coûte très cher. Quand Safran a acheté Morpho, ça lui a coûté très cher, parce qu'il fallait intéresser les actionnaires. Quand il a revendu Morpho, ça a vendu très cher, ça a coûté très cher à celui qui l'a racheté. Et donc c'est un gâchis financier. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai payé 1 milliard de trop pour payer une entreprise, et que j'ai mes créanciers, les banques, je vais y revenir, qui m'ont prêté l'argent pour le faire, et qui me réclament le remboursement, avec intérêt, et mes actionnaires qui veulent des dividendes, qu'est-ce que je fais? Il faut bien que j'aille chercher de l'argent quelque part. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais baisser le coût du travail. Je licencie. Je ferme des unités de production, etc., etc. Donc, tu as raison de dénoncer ça. Et je pense que Renault doit être dénoncé aussi pour ça. Parce qu'ils jouent le jeu, ils sont jusqu'au cou dans la mondialisation financière. Alors après, est-ce qu'ils peuvent se passer des banques? Je vais pas. Alors sur Renault, j'ai une certitude. C'est qu'en 2008-2009, quand le marché de l'automobile s'est arrêté, que plus personne n'achetait de voitures, que les stocks s'accumulaient, et avec le financement qui va derrière, Renault et PSA n'ont été sauvés que parce que le gouvernement a imposé aux banques des procédures de financement spéciales pour sauver les deux grandes entreprises du grand groupe automobile français. Donc il y a des circonstances où même un groupe comme Renault, si les banques ne viennent pas assurer ces fins de mois, si j'ose dire, ils sont morts. Donc la dépendance des grands groupes financiers vis-à-vis de la finance en général, mais du crédit bancaire et de la création monétaire qui va avec, c'est une réalité quotidienne. Et quand les choses vont bien, et alors là j'ai un exemple absolument magnifique, parce que j'étais assez content, j'avais permis à la secrétaire nationale du Parti communiste français de ridiculiser le ministre des Finances à la télévision. Alors c'était il y a longtemps, c'était en 2004-2005. C'est à l'époque où Sanofi a racheté un groupe pharmaceutique concurrent qui s'appelait Aventis. J'étais allé voir un petit peu les conditions de l'opération. Et j'avais constaté que Sanofi était plus petit qu'Aventis. Ses fonds propres étaient plus petits, son capital était plus petit, mais c'était le piranha qui avalait la baleine. Et donc comment faisait-il? D'où vient l'argent? Ah ben c'était marqué. C'était dans le prospectus de l'OPA. L'argent, il venait de BNP Paribas et d'un pool d'une demi-douzaine de banques françaises et internationales qui lui avaient prêté à l'époque 16 milliards d'euros à un taux très favorable, un tout petit peu plus que le taux du marché monétaire. À l'époque c'était 3%, aujourd'hui c'est 0%. À l'époque c'était un peu au-dessus de 3%. Donc des conditions défiant toute concurrence pour acheter un concurrent à crédit. Et ensuite, Sanofi
évidemment, à l'époque, avait promis qu'on allait faire ça pour développer la recherche, construire des laboratoires, embaucher des chercheurs, inventer des nouveaux médicaments pour vaincre le cancer, le paludisme et que sais-je encore. Et on sait aujourd'hui quelle est la politique de Sanofi. Et donc c'est un crime. Moi, je pense que, de la part de BNP Paribas, c'est un crime d'avoir financé cette opération. Et donc, comment dirais-je, la folie des OPA et des LBO, on pourrait parler longuement des LBO, c'est exactement le même principe, c'est que on emprunte aux banques pour faire de la spéculation. Mais toutes les opérations spéculatives, elles sont spéculatives, elles rapportent beaucoup parce qu'elles sont financées à crédit. L'exemple le plus simple, c'est là on a pris des choses très très graves qui sont des spéculations sur des entreprises, avec des gens dedans. Mais si vous prenez la spéculation sur le marché d'échange, c'est encore plus facile à comprendre. Je suis un spéculateur, George Soros, qui sait encore, je pense que le dollar va baisser. Qu'est-ce que je fais? Je vends massivement des dollars. Je vais donc contribuer à ce qu'il baisse encore plus. Et puis dans 2 jours, quand il aura bien baissé, je vais les racheter à un cours 10, 20, 30% moins cher. Formidable. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même vendre des dollars pour financer. Or, les dollars, je ne les ai pas. Qu'est-ce que je fais? Je les emprunte à une banque. Et voilà ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, ça se passe. Et donc, on continue à laisser faire ça. On laisse l'argent mener le monde sans rien faire. Hein? Ou bien on écoute ce que nous disait Lénine et on s'occupe sérieusement de mettre la main au collet des banques et les obliger à faire leur métier. C'est une bataille politique. J'ai essayé de donner quelques éléments sur la façon de s'y prendre. Alors la sécurité d'emploi de formation, c'est très lié à ça. Parce que précisément, ce que nous voulons, c'est que l'argent serve à sécuriser l'emploi et la formation. Donc le sens de ce projet, qui est le résultat de nombreuses années de travail, c'est on veut éradiquer le chômage. On veut permettre à tout un chacun de passer toute une existence en percevant un revenu qui correspond à la qualification que chacun aura acquis au cours de sa vie professionnelle, en ayant la liberté, c'est une nouvelle liberté que nous voulons instaurer, la liberté de choisir de passer d'un emploi à un autre, et pour permettre ce passage d'un emploi à un autre, d'alterner entre ou de ne pas changer, c'est pour ceux qui voudront rester dans le même emploi, on ne doit pas les obliger. Mais si on veut changer d'emploi, de travail, eh bien on doit avoir le droit, ça doit être un droit qui doit être inscrit dans les institutions, d'accéder par principe aux formations qui seront nécessaires pour passer d'un emploi à un autre. Et de cette façon, au lieu... Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne le marché du travail? Quand, pour une raison ou pour une autre, les marchés financiers ont décidé que les nouvelles technologies rendaient telle ou telle activité inutile, que font les multinationales? Pas de problème. Monsieur, vous n'êtes plus utile, vous ne rapportez plus de profit, allez voir sur le marché du travail si vous êtes employable. Et vous serez chômeur. Et peut-être si vous êtes au Danemark ou en France, vous aurez des allocations. Si vous êtes dans un pays en développement ou aux États-Unis, que le meilleur gagne et vous pourrez crever de faim sans être. C'est ça le marché du travail capitaliste. C'est ce que nous voulons dépasser. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'on puisse mener toute une vie professionnelle sans interruption, en alternant période de formation et période de travail, sans jamais passer par la case chômage. Alors évidemment, ça suppose une toute autre organisation de l'économie. Ça suppose par exemple une toute autre utilisation de l'argent des entreprises, des banques, etc., etc. Et ça suppose des institutions spécifiques. Par exemple, nous proposons la création d'un service public de l'emploi et de la formation, qui sera un nouveau service public. Ce n'est pas Pôle emploi, plus l'AFPA, plus que sais-je encore, et qui fonctionne comme avant. C'est tout ça, mais fonctionnant de façon complètement différente, avec des moyens supplémentaires. Et donc, par exemple, moi je pense que l'avenir, c'est que tout un chacun, alors premièrement, on a des gains de productivité considérables avec les nouvelles technologies. Ces gains de productivité, aujourd'hui, servent à faire des chômeurs. Je pense que ça doit servir à réduire le temps de travail, massivement. Et une partie de ce temps de travail, qui va être économisé, qui va être libéré pour faire autre chose, il doit pouvoir être utilisé pour être consacré à un temps de formation. Et le temps de formation, ce n'est pas 3 jours de stage et après on retourne au boulot. C'est apprendre un métier, c'est 6 mois, minimum, pour un métier moyennement qualifié. Et c'est souvent beaucoup plus. Et bien, on passe, s'il le faut, 2 ans à se former. Et pendant ce temps-là, on est payé. On est payé au niveau qu'on avait avant, quand on travaillait, en fonction du niveau de qualification qu'on avait. Alors, d'où vient l'argent? L'idée, c'est de créer un nouveau système, une
service public de l'emploi et de la formation, et les salaires des personnes en formation est payé par une cotisation prélevée sur les entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas le contribuable qui va dégager les entreprises de leurs responsabilités. On responsabilise les entreprises et on prélève une part de la valeur ajoutée, on prélève une part des profits pour servir à financer un nouveau service public de l'emploi et de la formation en versant un revenu, qui n'est pas un salaire, puisque ce n'est pas la contrepartie de l'exercice d'une force de travail, mais un revenu aux gens qui sont en formation. Et tout ça jusqu'à la retraite à 60 ans, voire avant, si les travaux sont finis, etc. Et ensuite, on est dans la sécurité sociale pour le financement des retraites. Donc, j'ai décrit très rapidement le système tel qu'il devrait fonctionner. On comprend bien, quand j'exprime tout ça, que ça suppose des changements radicaux dans les politiques économiques et dans le fonctionnement des entreprises. Et c'est pour ça que c'est étroitement lié avec la bataille pour changer l'utilisation de l'argent des entreprises, des banques centrales et des pouvoirs publics. Mais l'intérêt de la chose, c'est que ça peut commencer tout de suite. Par exemple, que fait Macron en ce moment pour casser les reins des cheminots? Il dit, mais regardez, c'est un scandale, les cheminots ont un statut, et les pauvres chauffeurs routiers qui sont dans les routes sur les nuits, exposés à tous les dangers, à toutes les précarités, qui ont des contrats vaguement de travailleurs détachés, polonais, etc., qui sont dans la misère. C'est intolérable, c'est intolérable. Donc il faut casser le statut des cheminots. Mais je crois qu'il faut riposter à ça. Il faut dire, mais nous avons un service public des transports terrestres. Il faut de la solidarité entre tous les modes de transport et tous ceux qui les exercent. Et donc, c'est une revendication que nous avançons aujourd'hui, qui consiste à dire, eh bien, il faut unifier par le haut le statut des salariés du transport terrestre. Il faut que les chauffeurs routiers aient un statut de même qualité que le statut des cheminots. On ne va pas les transformer en cheminots avec les mêmes grades, etc. On va leur donner les mêmes garanties, les mêmes droits, les mêmes perspectives de carrière, les mêmes rémunérations en fonction de la qualification que les cheminots. On va peut-être permettre à certains chauffeurs routiers qui en ont envie d'apprendre à conduire des trains et à faire un nouveau métier, peut-être à certains cheminots qui ont envie, j'ai un exemple en tête dans ma famille qui n'ont peut-être pas envie de voir leur femme tous les jours à la maison, d'aller parcourir l'Europe en camion, qui sait, ou des femmes qui n'ont pas envie de voir leur mari. Bon, je plaisante. Mais j'ai dit ça parce que je pense à un exemple très concret. Donc, vous voyez le genre de situation. Et ça, l'unification de la situation, parce que le mot statut, c'est un peu limitatif, parce que c'est plus qu'un statut, c'est une progression de l'ensemble de la population travailleuse vers une situation où on échappe à la précarité du marché du travail, à la menace du chômage, et où on gagne le droit d'une mobilité plus grande que ce qu'on avait avant. Et donc, quand on parle de sécurité d'emploi de formation, c'est quelque chose qui peut nous inspirer tout de suite dans la lutte pour la défense du service public du transport ferroviaire et son développement. Voilà. Alors, il y avait... Pardon? Double progressiste. Oui. Oui, d'accord. Oui. Progressiste aussi. Économique. Alors donc, oui, alors la BCE, donc ça, il y a une réponse très simple sur qui est propriétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, c'est défini par les traités. Le capital de la Banque Centrale Européenne est possédé par les banques centrales nationales. Donc la Banque de France possède environ 16 à 18%, au prorata de la population et du PIB de chaque pays membre de l'Union européenne. Pas seulement la zone euro. Donc la Banque de France possède, je ne sais plus le pourcentage exact, entre 16 et 18% du capital de la BCE, la Deutsche Bundesbank entre 7,20 et quelques pourcents, etc. C'est des établissements publics. Donc, en général, les banques centrales sont... Alors, par exemple, la Banque de France est entièrement nationalisée depuis 1946. Ça peut être différent dans d'autres pays. Par exemple, la Banque d'Italie avait, je crois qu'elle a été récemment nationalisée, ou en tout cas il y a un prochain. La Banque d'Italie avait encore des actionnaires privés à une époque. Mais bon, en France... Alors, le grand changement en France, puisque la Banque de France a été fondée comme une société par action le 18 janvier 1800, et le premier actionnaire était Napoléon Bonaparte, premier consul. Et il disait, Napoléon, il faut que la banque soit un peu dans la main de l'État, mais pas trop dans la main de l'État, pour qu'elle fonctionne bien au service
du capitalisme en plein essor de l'époque. Hein. Et c'est un peu encore comme ça qu'elle fonctionne. Sauf qu'au moment du Front populaire en 1936, une des mesures phares, ça a été, non pas la nationalisation de la Banque de France, ça c'était en 1946, mais en 1936, le gouvernement du Front populaire retire le pouvoir de gérer la Banque de France au Conseil de Régence, qui était composé des 200 plus gros actionnaires, et qui étaient donc les 200 familles que combattait déjà à l'époque le Parti communiste. Hein, donc, alors aujourd'hui, c'est plus les 200 familles, c'est le CAC 40. Voilà. Et mais donc voilà, donc on a des banques centrales qui sont aujourd'hui des institutions publiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'elles font une bonne politique, bien au contraire, elles font une très mauvaise politique. Donc ça nous amène à la question sur les traités. Donc moi je suis absolument convaincu qu'il faut changer les traités de l'Union européenne et qu'il faut reconstruire tout de façon radicalement différente de ce qui existe aujourd'hui. Mais alors là, maintenant la question, c'est comment on fait? Parce que on peut dire il faut renégocier les traités et après tout ira bien. Et ça veut dire que on doit exiger une conférence intergouvernementale, une négociation entre 27 ou 28 pays, on suppose que ça sera 27, qui se mettent tous d'accord sur des nouveaux traités, dans le sens que nous voulons. Et que, à la fin, les traités soient ratifiés dans 27 pays. Alors ici, ce sera le Parlement qui votera. Ailleurs, il y aura un référendum. Enfin, vous voyez le genre de processus que ça peut donner. Donc, si il n'y a rien de plus, on risque d'attendre très longtemps. Donc, la proposition que je fais, moi, c'est que, parallèlement à cette exigence de transformation, et sans attendre, sans en faire un préalable, qu'on se batte tout de suite. Et quand je dis qu'on peut se battre tout de suite, par exemple, pour que la BCE finance les investissements à la SNCF et dans les autres systèmes de transport, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de changer les traités. Cette possibilité pour la Banque Centrale Européenne de financer une institution financière publique, elle existe déjà. Hein, vous avez l'article 123 que tu as cité, qui interdit aux banques centrales, BCE, Banque Centrale Nationale, de prêter sous quelque prétexte que ce soit à quelque collectivité publique que ce soit. Ça, c'est le premier paragraphe de l'article 123. Et puis, il y a un deuxième paragraphe qui dit, mais il y a une exception. C'est si l'entité publique qui réclame un financement auprès de la BCE est une institution financière, un établissement financier, une banque. Alors, si c'est une banque, la BCE peut lui prêter. Et ça s'explique, bon, pour une raison de principe, c'est que puisqu'on a un marché, n'est-ce pas, monétaire et bancaire, où doit régner une concurrence libre et non faussée, il n'y a pas de raison que les entreprises publiques soient discriminées par rapport aux entreprises privées. C'est ça la doctrine. Et plus fondamentalement, c'est qu'il y a plein d'entreprises publiques bancaires en Europe. Et que si on leur interdit d'emprunter la BCE, elles ferment. Et si par exemple les banques publiques allemandes ferment, c'est la moitié de l'économie allemande qui disparaît. Parce que les caisses d'épargne allemandes, qui sont des banques publiques dont le capital est possédé par les communes et par les Länder, représentent 51% du marché bancaire en Allemagne. Beaucoup plus que chez nous. Chez nous, c'est les mutualistes qui tiennent nos dupes avec Crédit Agricole, BPCE et Crédit Mutuel. Et il y a aussi beaucoup de banques mutualistes en Allemagne. Donc on a des instruments. On a même une banque publique européenne qui s'appelle la Banque européenne d'investissement, qui joue un rôle important pour financer les grandes entreprises, les PME, les investissements publics et privés. Le seul problème de la Banque européenne d'investissement, c'est qu'elle a décidé de ne se financer qu'auprès des marchés financiers. Alors comme elle a une bonne signature, elle n'emprunte pas trop cher, mais elle emprunte auprès des marchés financiers, aux conditions des marchés financiers. Et elle applique à ses opérations une orthodoxie financière en béton armé. Et donc c'est pas avec ça qu'on va financer le développement de l'emploi, etc., etc. Mais en revanche, si on était capable d'imposer un plan de financement des entreprises ou des collectivités publiques, par exemple, service public du transport ferroviaire, et à faire financer ce type d'investissement par la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne d'investissement peut emprunter auprès de la BCE. C'est prévu par son statut, et ça a été confirmé de façon publique par une déclaration de la Banque centrale européenne, à un moment en pleine crise, quand tout le monde était terrorisé par le menace d'un effondrement du système financier occidental. Un beau jour de mai 2009, la BCE et la BEI ont
publié chacune un communiqué en disant, s'il le faut, la BEI empruntera auprès de la BCE. Alors ça ne s'est pas fait à ma connaissance, ça s'est peut-être fait, mais je ne crois pas que ça se soit fait, mais disons, ce ne sont pas les traités qui l'empêchent. C'est la volonté politique des dirigeants européens de ne pas obéir au peuple que nous sommes. Et moi, je ne suis pas pour désobéir à la BCE, je suis pour obliger la BCE à nous obéir. En commençant par obliger notre gouvernement à nous obéir à nous. Donc, oui, bon, c'est un peu révolutionnaire, j'en conviens. Mais, et je pense que si nous faisons ça, déjà si nous menons ces campagnes, si nous leur donnons de l'ampleur, si nous élargissons la part de la population qui est au courant que ça existe, ce genre de campagne, et si nous permettons aux citoyens de participer à ces campagnes, par exemple, c'est l'exemple de pétition citoyenne, j'espère qu'on va la lancer avant la fin du printemps, eh bien, on réussira peut-être à arracher quelque chose. Et même si on ne réussit pas à arracher quelque chose, on aura lancé une bataille politique. Et puis on reviendra à la charge l'année prochaine, et puis dans 2 ans. Et puis en France, et en Belgique, et en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils ont un énorme besoin de financement des infrastructures, et les syndicats allemands sont pour. On a publié un bouquin il n'y a pas très longtemps où on donne la parole au président des syndicats allemands qui se prononce dans ce sens. Et donc on va créer le climat politique en Europe, pas seulement en France, mais en Europe, qui fera qu'à un moment donné, bah, évidemment, le changement des traités, le changement de politique monétaire, il va couler de source. Et en fait, non seulement on obtiendra le changement des traités, mais on obtiendra que la BCE viole les traités avant même qu'ils aient été changés pour appliquer la politique qu'on aura voulu faire. C'est comme ça que ça se passe en politique. Alors c'est un objectif qui est très vaste, évidemment, mais il faut bien commencer un jour. Aujourd'hui, on peut commencer. On a un champ politique qu'on peut investir aujourd'hui pour commencer cette bataille. On verra bien jusqu'où elle va aller, et si on la gagne. Donc je pense qu'on n'a vraiment rien à perdre à se lancer dans cette bataille-là, et éventuellement beaucoup de choses à gagner si on est capable de la mener avec plus de constance que les batailles que nous annonçons depuis quelque temps, et que nous ne menons pas toujours comme on devrait apporter la ténacité nécessaire. Sur la question de... Alors il y a toute une série de propositions auxquelles je suis, moi, favorable, à savoir... les propositions de voilà, la banque. donc la taxation des transactions financières, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, l'interdiction du programme trading, etc. Tout ça, je suis pour. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à casser la spéculation avec ça, pour des raisons qu'on pourrait développer. Par contre, je pense que parmi toutes ces mesures, il y en a une qui a une efficacité plus grande que les autres, c'est précisément de taper sur les banques. Et d'empêcher les banques de financer la spéculation. Comme je le disais tout à l'heure, la spéculation se fait toujours à crédit. Si on empêche les banques de financer les spéculateurs n'auront plus d'argent pour spéculer. Et ils ne pourront plus tout simplement spéculer. C'est un des points, j'ai beaucoup de désaccords avec Frédéric Lordon, un auteur bien connu, je suppose, dans la salle, mais c'est un des points où j'étais d'accord avec lui. Je lui ai dit d'ailleurs, et on avait un peu... Il y a un débat dans l'économie politique entre lui et moi, tout ça. Quand il avait sorti un article qui disait « il faut affamer la bête ». Alors vous connaissez l'histoire, c'est les libéraux, les ultra-libéraux américains, anglo-saxons, qui veulent tuer l'État. Et donc pour tuer l'État, il faut affamer l'État. « Starve the beast ». C'est le slogan des néolibéraux. Et Gordon, il avait retourné le slogan des néolibéraux contre les marchés financiers. Affamer les marchés financiers. Si tu enlèves le crédit du marché financier, les financiers sont affamés, ils meurent de faim. Donc voilà, ça c'est de la stratégie. Et je me souviens d'épisodes très très précis où on avait démontré comment, je vais vous le donner, dans les années 90, il y a eu une vague de spéculation monstrueuse sur le marché des changes, donc contre le franc, à l'époque où le franc faisait partie du système monétaire européen, et les spéculateurs jouaient à la dévaluation du franc, notamment au moment du référendum de 92 sur le traité de Maastricht. Et des centaines de milliards de francs, on n'avait jamais vu ça dépensés en quelques jours pour essayer de casser le taux de change du franc. Et finalement, le franc avait résisté grâce à des prêts apportés par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, pour des montants astronomiques. Bon, aujourd'hui, on a vu bien pire, mais à l'époque, c'était vraiment astronomique. Et donc, moi, à l'époque, j'avais travaillé là-dessus à l'avant, et j'avais vu la littérature, et il y avait un article qui avait été un peu fondateur, rédigé par 2 économistes tout à fait mainstream, libéraux, ce qu'on veut, Barry Eichengreen et Charles Duclos,
des Américains du en Suisse, qui avait étudié le problème en disant si on veut casser la spéculation, la bonne méthode, c'est de dissuader les banques de prêter aux spéculateurs. C'était exactement ça. Et moi, pour une fois, j'avais pu faire une note au gouverneur dans laquelle je disais ce que je pensais, et j'avais dit, voilà, ils ont raison, Hachine Green et Lito sont raison. Bon, vous voyez, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la séparation des banques, qu'il ne faut pas la taxe. Mais je pense que la mesure vraiment efficace, majeure, qui va vraiment frapper la spéculation au cœur, c'est celle-là. C'est les priver du soutien des banques. On va dire que c'est un peu obsessionnel comme discours, parce qu'à chaque fois j'en reviens là. Oui, mais parce que c'est les banques qui créent la monnaie. Si on frappe à la source, c'est le plus efficace. Hein. Si on veut déraciner le chien dent, il vaut mieux creuser le plus profond possible, plutôt que de couper les feuilles en sachant que ça va pousser petit à petit. Donc, ça c'est un point de vue d'agriculteur intéressant. Il y a encore voilà. 2 questions. Il y avait une question sur la mondialisation. Il y avait 3 questions. Une question sur la mondialisation, une question sur l'impossibilité d'acheter et de vendre des actions tous les jours. Et tu avais une question de Jean-Jacques sur, bon, pouvoir de l'argent c'est bien, mais pouvoir des salariés dans l'entreprise c'est encore plus important. Sur ce point-là, moi je suis entièrement d'accord avec Jean-Jacques, mais le problème c'est que fait un patron? Quand un patron décide un plan de licenciement, ça veut dire qu'il va décider d'arrêter de payer des salariés et d'utiliser l'argent à autre chose. Donc, une décision de gestion, concrètement, c'est toujours une décision qui porte sur l'utilisation de l'argent. Et donc, si on veut prendre le pouvoir, c'est sur ce genre de choses qu'on doit prendre le pouvoir. Et donc, effectivement, le plus important, c'est la prise de pouvoir des travailleurs dans l'entreprise, en cohésion avec... Parce que, bon, je n'ai pas eu le temps de développer tout ça, mais si, il faut aussi une cohérence globale. Hein, c'est pas chacun dans son coin. Donc il faut une forme de planification dans des conditions tout à fait nouvelles par rapport à ce qu'on a connu, la libération, qui ne part pas d'en haut, mais qui part d'en bas. Par exemple, donc, ce que nous préconisons, c'est vrai. Alors, c'est vraiment que... ça me permet de revenir sur une question antérieure. Par exemple, les institutions représentatives du personnel et le pouvoir de dire non, et le pouvoir de dire on veut ça. Et ça passe. Mais ces décisions-là n'ont de portée que si elles sont financées. Sinon, le patron, le préfet, les banquiers vont vous dire, mes chers amis, c'est très sympathique ce que vous faites, mais il n'y a pas d'argent. Donc il faut que dans ce pouvoir des travailleurs, il s'étende jusqu'à le pouvoir d'obtenir le financement de ce qu'on veut. Et d'ailleurs, même si ça n'est pas inscrit dans la loi, se battre pour ce type d'objectif, c'est souvent très efficace. Moi, l'exemple qui me plaît le plus dans l'histoire relativement récente des luttes sociales, c'est pas celle qui est la plus connue. C'est un peu connu à la CGT parce que vous savez, c'est l'entreprise Chem-One. Chem-One, c'est Total avait un département chimie qu'il a externalisé dans Arkema, et Arkema a à son tour externalisé son département fabrication de produits polychlorure de vinyle. Une assez grosse boîte de chimie, 2000 salariés, répartis entre Lyon et Marseille le long de l'axe rhodanien. 20 000 salariés concernés par la fermeture. Externalisation, difficultés, manque d'investissement, l'entreprise se trouve au bord de la faillite, elle est rachetée par un financier américain. Gary Klech. En symbolique, il obtient les actions, ça me permet de répondre en partie à la question précédente. Il garde l'action pendant, je crois que c'est pendant 2 ans. 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il a pompé tout l'argent. Et on se retrouve dans une situation pire qu'avant. Et là, l'entreprise est vraiment menacée. Donc la CGT, les autres syndicats n'ont pas suivi apparemment, mais la CGT avait la force de faire ça toute seule, dans un contexte particulier, fait un plan alternatif. Projet industriel, définition des investissements à faire, exigence que l'État recapitalise l'entreprise avec une intervention de la Caisse des dépôts et de la Banque publique d'investissement, exigence d'une coopération avec les grands opérateurs partenaires historiques de l'entreprise, Arkema, Total, EDF, parce qu'il faut beaucoup d'électricité pour financement par les banques et refinancement des crédits par la Banque Centrale Européenne. Ils vont voir le préfet avec ça. Et le préfet prend en compte leurs propositions. Et le plan CGT a fait partie des plans de reprise possibles pris en compte par l'administration. À l'époque, c'était Montebourg qui était ministre de l'Industrie. Il n'avait pas envie d'avoir un sinistre industriel de plus. Il y avait 2 autres plans, un truc par un financier pur et par un industrialo-financier autrichien, M. de Krasny.
Bon, ce n'est pas le plan de la CGT qui a été repris, mais l'existence de ce plan a pesé considérablement sur le choix final. On a fini par obtenir la reprise de l'entreprise par les deux opérateurs privés. L'opérateur purement financier s'est dégagé. Aujourd'hui, c'est M. de Krasny qui est le PDG, et l'entreprise tourne bien. Ce n'est pas le paradis. Il y a certainement des conflits sociaux, des négociations salariales très difficiles, mais l'entreprise fonctionne. Les investissements ont été faits, ils ont été financés. Donc, même là où les salariés n'avaient pas plus de pouvoir qu'ailleurs, le CE avait un pouvoir consultatif comme ailleurs. Ils ont pesé. Ils ont pesé parce que leur plan était crédible et parce qu'ils allaient sur le terrain des financements. Je pense que c'est une expérience remarquable et je voudrais qu'il y en ait davantage en France parce que je pense qu'on sauverait des emplois si on faisait ça. Donc c'est un peu pour essayer de donner un peu la rigueur qu'il faut avoir. Quand on dit prendre le pouvoir, il faut dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Forcément, il faut que ça touche aussi l'argent. Bien sûr, et on est capable, on sait, c'est nous qui faisons le travail, on sait techniquement les genres de projets industriels qu'il faudrait développer. Mais si on veut que ces projets industriels se réalisent, il faut aller au-delà, c'est-à-dire jusqu'au nerf de la guerre, jusqu'à l'argent, jusqu'au pouvoir du capital. Le capital, c'est de l'argent. Et du coup, alors sur l'histoire, la question de savoir s'il faut mettre une durée minimum de détention des actions, je ne suis pas contre. Mais le type d'opération du style Garrett-Lech, sur témoin, ou les LBO, ça dure typiquement 4 ou 5 ans. Alors on va dire il faut posséder des actions pendant plus de 5 ans. Je pense que ce n'est pas une question de... C'est avant tout une question de critères. Alors évidemment, si on a envie, si on croit à l'entreprise, si on a envie qu'elle se développe, on ne va pas l'acheter pendant une fraction de seconde et la revendre le lendemain, ça c'est très clair. Je suis pour l'interdiction du programme trading, je suis pour qu'on soit peu encourageant pour les gens qui achètent, qui vendent en permanence. Et je pense que même, vous savez, les gens qui ont acheté, parce qu'on dit que les marchés sont court-termistes, les gens qui ont acheté des actions Amazon en 1990, ils ont acheté une boîte minuscule qui avait un chiffre d'affaires modeste et qui faisait 3 fois des pertes qui faisaient 3 fois son chiffre d'affaires. Ils ont acheté des actions. Ils ne regardaient pas le court terme. Ils se disaient, peut-être dans 20 ans, cette entreprise sera maître du monde. Ils avaient raison. Ils ont fait un investissement très long, à longue portée, très rationnel, très rentable et très pernicieux. Parce qu'aujourd'hui, Amazon est en train de tuer beaucoup de choses. Et de nous pourrir la vie quotidienne pour demain. Donc, je ne crois pas que ça soit essentiellement une question de court terme, long terme. Je ne dis pas que ça ne joue pas du tout. Je pense que c'est vraiment la question, c'est le critère. Est-ce que c'est la rentabilité du capital avancé ou est-ce que c'est la création de richesse et la création de bien-être pour les populations? Je pense que c'est surtout là que se situe l'affrontement de classe, plus que sur les modalités ou l'horizon de l'investissement. Mais je ne dis pas que ça n'a aucune importance. Hein, voilà. Je ne sais plus ce que j'avais oublié encore comme je pense qu'il faut sujet. que ça s'arrête quand même. Voilà. Donc, merci à nouveau à toi. Il reste quelques exemplaires qui seront à 10 € du petit ouvrage. Et vraiment, je vous conseille l'achat. Et puis quelques numéros d'économie juridique aussi qui sont pas Oui, donc c'est le numéro spécial en hommage à Paul Boccarat, donc l'inspirateur. J'en ai quelques exemplaires ici. Il y a 2 numéros qui marchent. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Et qui va là, le jeune loup, l'enfant prodigue des grands banquiers. Son costume est trop cher, très cher, pour un fils d'ouvrière illettrée. Faites place au premier sinistre, adepte du passage en force, coq fier qui entre sur la piste, qu'il aime tant bomber le torse. Démocratie, au revoir. Démocratie, passe ton tour. Pour toi, nos ancêtres sont morts. Pour toi, nous nous battrons toujours, toujours, toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence.